Merci de votre fidélité à la TFM avec nous ce soir. Babacar Diagne, bonsoir. Bonsoir, Sharif. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler diplomatie, économie, mais aussi géopolitique. Ancien ambassadeur du Sénégal aux États-Unis, mais aussi en Gambie, où vous avez été la voix du Sénégal en tant que représentant diplomatique entre 2012 et 2014. À Banjul se tient actuellement la deuxième édition du Forum économique, commercial et d'investissement sénégalo-gambien. Après une première édition tenue à Dakar, sur l'investissement à Dakar en octobre 2023 sur l'initiative de l'agence gambienne de la promotion et l'équivalent donc de notre APIX au Sénégal. On connaît les liens historiques entre ces deux pays, mais selon vous, quel est, de votre expérience, quel est l'axe de coopération économique le plus bénéfique pour les deux pays? Merci, chef. Je vais te dire, entre le Sénégal et la Gambie, tout est prioritaire. C'est ça qui est extraordinaire. Oui. Tout est prioritaire. Vous savez, je pense qu'il n'y a que le seul exemple du Lesotho, en Afrique du Sud, ou le Vatican, oui, qui sont des pays totalement enclavés, en Italie, en Afrique du Sud. Sinon, c'est la Gambie, c'est le troisième pays au monde, à part Saint-Marin, qui est comme cela. Il n'y a qu'à la façade maritime. Tout est imbriqué. Parce que vous savez, quand dans le domaine agricole, par exemple, il y a des projets communs. On appelle les projets transfrontaliers. C'est des projets communs et financés par des bailleurs étrangers, par l'OIM, par la FAO, qui finance des projets transfrontaliers. Tout est imbriqué, l'histoire, la géographie. Le père de Mme Abdoulaye Niasse, le père de Baye Niasse, a habité en Gambie pendant des années, après les différends avec les colonisateurs. Sayer Matiba, le fils aîné de Maba Diakhou, est décédé en Gambie, et moi j'ai visité sa tombe. C'est des pays imbriqués à tous les niveaux. C'est un fœtus dans le ventre du Sénégal, et j'emprunte ce terme au journaliste Pape Sambakane. Nos deux pays sont vulnérables aux fluctuations de l'aide internationale, parce qu'ils dépendent aussi de l'aide internationale. Vous venez de le rappeler. Mais comment améliorer cette coopération dans le domaine de l'agriculture, par exemple? Je pense que la coopération s'est constamment améliorée depuis Senghor Diouf, avec Wade en plus, Macky Sall, et certainement maintenant avec le duo, le président Diomaye et le Premier ministre Sonko, ça va s'améliorer. C'est des pays, bon, moi je suis journaliste, vous savez, donc les journalistes comme les ambassadeurs font des rapports. Dès que je voyais des sauterelles dans les champs, j'allais faire un rapport. Même pour combattre des sauterelles, si vous ne les combattez pas en Gambie, si vous ne les combattez pas au Sénégal, c'est dans les autres pays. Tout à fait. Les sauterelles, c'est 35 km/h en vol. 35-40 km. Ça va très vite. Ça va très vite. Et Banjul, Kaolack, c'est 120 km. Ça veut dire que tout est imbriqué. Si vous refusez de vendre vos arachides à des Chinois à Dakar, mais la frontière est peureuse, tout te traverse et tout est vendu en Gambie. Donc c'est des pays qui sont obligés de collaborer dans le domaine sécuritaire, dans le domaine agricole. La Gambie importe pratiquement tout du Sénégal en BTP. Le ciment, le fer, les carreaux, tout vient du Sénégal, même l'alimentation. Les exportations vers Banjul sont estimées à 117 milliards en 2023, par exemple. C'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Moi, je sais que ça dépasse les 100 milliards et ça ne surprend pas. Et la délégation sénégalaise est dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko, et selon la primature, plusieurs visites sont prévues dans le cadre de ce déplacement qui vise à consolider les relations économiques et diplomatiques. Avez-vous remarqué un changement depuis l'avènement de Bassirou Diomaye Faye dans l'approche, en tout cas dans les relations? Les relations entre le Sénégal et la Gambie sont condamnées à s'améliorer constamment. Oui, du temps de Wade, c'était mieux encore, du temps de Diouf, du temps de Macky Sall, c'était encore meilleur. Et il faut s'attendre à ce que ce soit meilleur aujourd'hui. Ça doit être en progression constante. Et quelles sont, selon vous, les pistes qu'il faut vraiment améliorer ou prendre pour renforcer cette coopération sécuritaire notamment? Sécuritaire, c'est extrêmement important, la sécurité entre les deux pays. Il y a
la déforestation, c'est extrêmement important. Il faut qu'on puisse collaborer sur ce plan-là. Il y a la contrebande. Il faut que les deux pays surveillent cela. Il y a d'autres défis sécuritaires plus sensibles qu'il faut surveiller. Tout est à surveiller en réalité entre les deux pays. Est-ce que vous regrettez l'échec tout de même de la confédération de la Sénégambie sous l'impulsion du président Abdou Diouf et Daouda Diawara? Oui, franchement. C'était quand même une occasion, une opportunité ratée. Et c'est dommage parce que qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu simplement, et d'ailleurs Daouda Kairaba Diawara le dit très bien dans son ouvrage, Kairaba, c'est dommage que ce bouquin n'est pas traduit. Il dit simplement qu'il n'a pas compris. Et il a décidé, c'était une goutte d'eau, disons. Daouda Kairaba Diawara a voulu qu'il y ait rotation. Le Sénégal était président, la Gambie vice-présidente. Et Daouda Kairaba Diawara a voulu que la présidence soit changée, tournante. Et je pense que le président Diouf a très mal pris cela. Alors le président Diouf justement en parle dans ses mémoires également. Lui, il dit que en réalité c'est la coopération militaire qui intéressait seulement Daouda Diawara. Bon, le président Diouf était déjà quelque peu impatient. L'intégration était lente. Et vous savez, le Sénégal quand même financé aux 2/3 tout le projet. Le Parlement confédéral, la présidence déjà, et tout, et c'était extrêmement onéreux. À un moment où le Sénégal était en difficulté. Entre 82 et 89, il y avait des années de sécheresse, il y avait l'ajustement structurel, et le Sénégal avait fait quand même un effort extraordinaire. Et vous savez, tout est parti de quoi? Du coup d'État. De 81. De 81, Daouda Diawara était à Londres à ce moment-là avec sa deuxième femme. Et ce sont les troupes sénégalaises qui ont libéré Banjul. Et c'était un traumatisme dont on n'a pas parlé. Vous savez, il est venu directement ici d'ailleurs. C'est extraordinaire. Vous savez, la presse sénégalaise est suivie en Gambie. Nous couvrons la Gambie. Mais les télévisions et radios sénégalaises parlent rarement de la Gambie. Nous ne parlons pas assez de ce qui se passe en Gambie. C'est très dommage. On devrait. Oui, on devrait. C'est le même pays pratiquement. Alors, les gens n'ont pas parlé assez du traumatisme qu'a constitué cette affaire de Koko Samba Sagnan. Mais il y a eu 24 morts côté sénégalais. Absolument. Mais c'est une vraie guerre. 24 morts. Le bataillon qui était parti pour prendre la radio s'est écrasé en mer. 17 morts. 6 soldats qui venaient de mourir de la Casamance sont morts. Le sergent-chef Dien est mort comme cela. Quand Yamé a pris le pouvoir en 1994, il n'y avait rien. Il n'y avait pas un mort. Pas une goutte de sang. Et c'est juste 4 lieutenants qui ont pris le pouvoir. Et là, il y a eu 24 morts. Et c'est après ce traumatisme, d'ailleurs Diouf le dit quelque part, c'est Diawara lui-même qui a proposé la confédération. Mais qui a traîné les pieds par la suite, selon le président Diouf. Qui a traîné les pieds. Parce que c'est aussi difficile, il faut le savoir. C'est quand même des pays souverains, avec des intellectuels de haut niveau, avec une composition de la population aussi qui fait parfois problème par rapport au Sénégal, et puis la langue, les centaines d'années aussi de colonisation britannique. Vous savez, il faut le dire, ces pays-là restent des pays en dépit de tout ce qu'on partage en commun. Et c'est des pays, dommage, qui étaient faits seulement au crayon et au rectangle. Berlin, en 1963 confirmé. Et c'est des communautés qui sont divisées. Mais il ne faut pas l'ignorer. C'est une histoire quand même ancienne. C'est des pays souverains. C'est difficile de toucher facilement aux choses. La souveraineté qui est remise constamment au goût du jour en ce moment. Et c'est vraiment dommage qu'après, c'est lenteur d'abord constatée, en dépit des sacrifices du Sénégal. Il y a eu cette goutte d'eau de ce poste qu'il fallait, n'est-ce pas, faire rotatif. Ça pose des problèmes. Et c'est vraiment très dommage. Alors, vous avez parlé du président Yahya Jammeh. La CEDEAO a décidé dimanche d'établir un tribunal spécial pour juger les crimes commis en Gambie entre 1994 et 2017, sous Yahya Jammeh donc, réfugié en Guinée équatoriale depuis, une décision historique réclamée de longue date par les victimes, mais aussi par les défenseurs des droits de l'homme. Qu'en pensez-vous? Forcément, il y aura jugement un jour, ça c'est clair. Il y a beaucoup d'enjeux, mais je ne sais pas. Moi, je pense d'abord pour moi, je ne sais pas si j'anticipe sur une question ou pas, mais ce sera difficile
voire impossible de faire un pareil procès en Gambie. Ah bon? Ah oui. Pourquoi? Mais la nature sociopolitique du pays, Yahya Jammeh a encore des sympathies fortes en Gambie. Le tissu social n'est pas prêt. Malgré tout ce qui s'est passé. Malgré tout ce qui s'est passé. Il reste vraiment un leader porteur pour certaines communautés, dans tout le Jammehkounda et ailleurs. Et je pense que ce serait déstabilisant pour la Gambie d'avoir un tel procès sur Banjul. Sur le Banjul. Oui. Pourquoi pas au Sénégal, puisqu'on peut le rappeler, baïonnette au canon, les troupes sénégalaises sous bannière de la CEDEAO étaient les fers de lance de l'opération Restaurer la démocratie en 2017. Est-ce que ce tribunal spécial peut être... le Sénégal peut abriter ce tribunal spécial? Le Sénégal peut l'abriter. Personnellement, je ne l'aurais pas conseillé. Non, pourquoi? C'est trop proche. Ouais. C'est trop proche de la Gambie. J'aurais dit Accra. Oui. Le Sénégal a aidé pour faire partir Jammeh quand même. Hein. Pourquoi pas ne pas le juger ici comme on l'a fait avec Hissène Habré? Le Sénégal a l'avantage d'être plus stable au plan sociopolitique que la Gambie, qui peut donc accueillir ce procès, mais c'est toujours le Sénégal. C'est toujours les mêmes communautés, c'est toujours les mêmes groupements ethniques, c'est toujours beaucoup de choses qui font que, même au Sénégal, si c'est possible, j'aurais conseillé Accra, personnellement. Oui. Vous savez, parce qu'Accra, il y a les 44 Ghanéens qui ont été tués là-bas, et c'est un problème toujours. Et Accra peut le faire, le Nigeria peut le faire, le Sénégal, ce serait... C'est possible, mais c'est difficile. C'est difficile. Accra, sociopolitiquement, vous le déconseillez? J'aurais déconseillé le Sénégal et j'aurais conseillé franchement Accra ou le Nigeria. D'ailleurs, vous connaissez certainement Reed Brody. Reed Brody. Oui, il a conseillé également Accra. Il a conseillé Accra. Il est dans cette dynamique depuis très longtemps. On l'appelle le chasseur des dictateurs. Et vous savez, c'est lui qui a révélé d'ailleurs que dans l'accord qui a permis à Yahya Jammeh d'aller en Guinée équatoriale, il y a une clause signée entre Condé et Nguema qui dit qu'on ne doit pas l'extrader. Ah bon? Ah oui, c'est... Donc ce qui veut dire que c'est une autre paire de manches. Hein. Et pourquoi pas Malabo alors Non, Malabo c'est en Guinée équatoriale. Alors, non seulement... Je veux dire, pourquoi pas faire le procès là-bas? Non, ils n'accepteront pas de faire le procès. Oui. Alors aujourd'hui, tant que les Nguema seront au pouvoir, ce sera difficile de faire le procès là-bas ou de l'extrader. Et Nguema vient d'être réélu en 2022 pour un mandat de 7 ans, jusqu'en 2029. Et le mieux placé... Là-bas, c'est encore le septennat. Le mieux placé pour le remplacer, c'est son fils, Théodore Nguema. Et donc, vous voyez, c'est quand c'est un problème. Maintenant, est-ce qu'il peut être jugé in absentia? Certainement, par contumace, comme on dit simplement. Absolument. C'est possible. Mais moi, je l'aurais fait, en tout cas, à Accra ou au Nigeria, même si le Sénégal peut l'organiser encore une fois, mais il y a toujours des risques. Vous ne le conseillez pas. L'actualité ouest-africaine, c'est aussi le retrait des États de l'AES, de la CEDEAO. Comment analysez-vous cette rupture qui semble inévitable de jour en jour? Oui, je pense qu'on l'avait abordé vous et moi ici. C'est difficile parce que l'AES a un certain vécu. Vous savez, c'est l'Ifta Gourma. Ça date de 70, hein. C'est 54 ans. C'est quand même une communauté déjà culturelle, et même parfois linguistique, très forte. Ibrahima Traoré, qui est du Burkina, aurait pu être président au Mali. Absolument. Vous savez, donc il y a une certaine légitimité culturelle, une certaine légitimité sociale. Mais enfin, ce que j'avais dit ici, et je répète, autant je doute fort que l'AES, les 3 États peuvent revenir dans la CEDEAO, autant je pense qu'il est très important de maintenir le contact, d'avoir le président Diomaye qui va et qui négocie avec eux. Avec Abdoulaye. Les Maliens, leurs importations dépendent du Sénégal à 80%. Absolument. Ils exportent à partir de notre port à 90%. Le Mali est le premier client du Sénégal, avec plus de 708 milliards de francs CFA en 2022-23. Nous avons 419 km² de frontières. Il n'y a que 1300 km entre Dakar
et Bamako. Oui. Et non seulement les questions économiques sont importantes, mais les questions sécuritaires sont incroyables. Mais est-ce que c'est pour ça que le Sénégal ménage un peu la chèvre et le chou, hein, parce qu'ayant une relation particulière avec le Mali, vous l'avez dit, qui est en l'occurrence notre premier client avec des exportations importantes. Comment analysez-vous le rôle du Sénégal? Est-ce qu'il a le rôle le plus difficile en gérant les intérêts avec le Mali, mais aussi en faisant le travail nécessaire pour garder cette intégration ouest-africaine? Le Sénégal a le rôle le plus difficile. Vous vous souvenez, en 2022, quand il y a eu ces sanctions-là, même si le Sénégal avait appliqué ces sanctions, c'est nous qui en souffrions le plus. Tout à fait. C'était intenable. Et en plus, nous avons des concurrents. Parce que si le port de Dakar passe en seconde position ou en troisième position derrière les ports d'Abidjan ou le port de Conakry qui était convoité, c'est une perte de plusieurs milliards pour notre économie. Et c'est dommage. Je pense que le Sénégal a un rôle très difficile, un rôle, et nous sommes obligés d'avoir cette position-là d'équilibrisme. C'est forcé. Oui, les diplomates sénégalais, vous faites partie de la corporation, jouent un rôle très important dans ces conflits. Comment analysez-vous le rôle qu'ils peuvent jouer vraiment, non pas pour les faire revenir, mais en tout cas pour garder une certaine sérénité dans la région? Oui, je pense que les contacts doivent être maintenus à tous les niveaux. C'est des contacts séculaires qui sont importants. Les différentes réunions doivent être conduites. Il ne faut surtout pas faire d'idéologie. Ça ne sert à rien de faire d'idéologie. C'est des relations commerciales, économiques, politiques. Mais Lamine Gueye est né à Caille. Boubacar Gueye est né à Caille. Les premiers cadres sénégalais sont du Mali, certains. Jusqu'à présent, notre devise, la devise malienne, c'est un peuple, un but, une foi. Nous avons la même devise jusqu'à présent. Et nous avons connu cette histoire avec la Fédération du Mali. Je pense que la fédération éphémère. Éphémère, 59-60. Mais nous avons des diplomates aguerris qui sauront faire l'affaire, je crois. Alors, un mot, président Babacar Diagne, j'emploie le mot président parce que vous avez été président du CNRA jusqu'à il n'y a pas longtemps. Vous avez passé le témoin au doyen Mamadou Omar Ndiaye. Que pensez-vous de ce différend entre le CNRA, donc institution que vous avez dirigée récemment, et le ministère de la communication différent qui concerne la commission d'examen et de validation de la déclaration des entreprises de presse? Les journalistes, certains journalistes s'en offusquent. Oui, je n'appellerai pas cela différent entre CNRA et le ministère. Si je reviens au communiqué qui a été fait par le président Mamadou Omar Ndiaye, il ne pouvait pas faire autrement. Il ne pouvait pas faire autrement. Le texte tel qu'il est écrit, parce que l'organe de régulation fonctionne quand même comme un organe conseil pour le gouvernement dans ce domaine-là. Donc, Omar a fait le texte qu'il fallait. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu une réunion avec le ministre et d'après ce qui est dit, ils ont arrondi les angles. Il faut voir maintenant ce que ça va être. Le CNRA, quand vous êtes président de l'organe de régulation, vous avez les mains liées. L'organe de régulation, ce sont des textes. Comme je dis souvent, le CNRA est régulateur, il n'est pas législateur. On l'a vu avec les élections. Quand on nous a dit, vous ne pouvez pas laisser Habib Sy, vous ne pouvez pas laisser Cheikh Tidiane Dièye dans la liste, nous ne pouvions pas. C'est la liste donnée par le Conseil constitutionnel. Et s'ils avaient des positions, c'est des convictions qui étaient exprimées. Nous ne pouvions pas. Quand on nous a dit, comment ça s'appelle, Guirassy, si vous voulez prendre la place de Diomaye, nous avons dit, c'est pas possible. En législative, c'est suppléant et titulaire. Pour les présidentielles, c'est une personnelle. Maintenant, si la loi est changée, le texte voté par l'Assemblée dit le temps d'antenne est laissé à la coalition, oui. Mais sinon, les textes tels qu'ils sont faits aujourd'hui obligent Omar Ndiaye à faire la réaction qu'il a eue. Maintenant, je pense que c'est heureux que le ministre et lui se soient entendus. C'est dommage d'ailleurs que ce soit dans la rue, mais que ce soit vu et entendu sur comment gérer cette situation-là. Mais le CNRA, c'est des textes
qu'on ne peut pas ignorer. Oui. Et Omar a fait un texte qui était quand même conforme. Le ministre, en ignorant ces textes, a outrepassé ses prérogatives, tout simplement. Oui, je pense que peut-être qu'il n'y a eu pas assez de contact avant, et qu'avec ce contact-là, comme je vous ai dit, le CNRA fonctionne quand même comme un organe conseil pour le gouvernement. Je pense que Omar a fait ce texte-là dans le but d'éclairer le ministre, dans le but de rappeler des choses. Et je pense. Mais le problème, c'est que le mal était déjà fait. Enfin, j'appelle le mal, en tout cas, le ministre qui allait trop vite en besogne pour se faire taper sur les doigts par les régulateurs. Bon, est-ce que on peut dire taper sur le doigt? Je ne sais pas. Oui, bon, quand même. Bon, je pense qu'il a... Un tout petit peu quand même. Omar a fait des rappels. Oui. Et bon, ils se sont vus, ils se sont rencontrés, à Lucial et Omar. On verra ce qui va sortir de cet entretien-là. Merci beaucoup, Président Babacar Diagne. C'est moi qui te remercie. Et j'allais te dire que, vous savez, on parle souvent des journalistes qui sont allés en diplomatie. Oui, comme vous. Et comme moi. Et parce que les journalistes et les diplomates font pratiquement le même boulot. On fait de la collecte d'informations. Les diplomates en font, nous en faisons. Nous analysons les faits. Les journalistes en font, les diplomates en font. La seule différence entre journalistes et diplomates, c'est que les canaux de diffusion sont différents. Oui. Le journaliste diffuse mass média public, alors que le diplomate diffuse dans des canaux spécialisés. C'est la seule différence. Sinon, vraiment, un journaliste peut toujours faire un bon diplomate. On a d'ailleurs de bon, on a eu Mokhtar Kébé qui était en Gambie, on a eu Pascal Antansane en Russie, on a eu Djoum en Chine, et c'était d'excellents diplomates. Je pense qu'on devrait avoir de plus en plus de journalistes comme toi. Et on a eu Babacar Diagne aux États-Unis et en Gambie, ce qui n'est pas rien quand même, parce que les États-Unis, c'est un grand écart que vous avez fait. Les États-Unis, la première puissance économique du monde, et la Gambie, qui fait partie des plus petits États. J'ai fait le pays le plus difficile pour le Sénégal. Les deux pays d'ailleurs. La Gambie et l'époque de Yaya Jammeh. Pourquoi j'étais parti? Parce qu'il y avait 9 condamnations à mort de Yaya Jammeh, dont 2 Sénégalais, Tabara Samba et Djibril Ba. Absolument. Et ça avait créé beaucoup de bruit à l'époque. Moi, je suis allé avec une feuille de route, rassurer Yaya Jammeh et relancer l'appareil de négociation, et je l'ai réussi. L'autre pays était le pays le plus difficile. Absolument. Ce qui est bien, et vraiment, ça c'est intéressant pour nous Sénégalais, aussi bien en régulation qu'en diplomatie. Quand j'étais nommé par le Sénégal, mes collègues ou mon confrère m'ont nommé au plan régional ou sous-régional. Après avoir été nommé président du CNRA, j'ai été nommé par les collègues coordinateurs de la plateforme des pays de l'Afrique de l'Ouest. Absolument. Quand j'ai été nommé ambassadeur à Washington, mes collègues m'ont nommé coordinateur des ambassadeurs de l'Afrique de l'Ouest. Et cela veut dire simplement que nous devons tout faire pour choisir les bons profils dans les bons postes pour mener les choses à bien. Absolument. Merci beaucoup, Babacar Diagne. Toujours un plaisir de vous recevoir. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous sur TFM. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.